Bonjour et bienvenue à info.tvc, l'Express, l'édition d'une heure pour ce vendredi. Beaucoup de reportages, c'est quand même assez intéressant, ça c'est toujours à la fin. Mais nous allons commencer avec une nouvelle extraordinaire. Sérieusement, là, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu de ma vie, un cessez-le-feu qui est respecté. Wow! Donc, un cessez-le-feu qui aurait été respecté au moins quelques heures, là, parce que paraîtrait que ça aurait recommencé, mais bon, ça a été respecté quelques heures. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Israël et le Hamas, au pouvoir à Gaza, ont annoncé un cessez-le-feu après 11 jours d'affrontements, ayant fait 243 morts palestiniens et 12 morts en Israël. La trêve, entrée en vigueur à 2 heures, heure locale vendredi, a été obtenue grâce aux efforts intenses des États-Unis et de l'Égypte, qui se sont unis. C'est assez incroyable, ça aussi. Principalement pour faire cesser les violences qui ont fait 243 morts palestiniens, dont 66 enfants et des combattants, selon les autorités à Gaza, et 12 morts en Israël, incluant un enfant et une adolescente, ainsi qu'un soldat d'après la police. Le président américain Joe Biden a évoqué la poursuite de l'aide militaire américaine dont bénéficie l'État hébreu et a promis une aide pour reconstruire Gaza. Ça aurait peut-être fait pencher dans la balance. Donc, vraiment, un conflit qui s'achève enfin. Bravo. Il n'y a pas que la COVID... ça, c'est moi qui ai rajouté ça. Il n'y a pas que la COVID qui est meurtrière, malheureusement. Et oui, il y a de la guerre dans le monde. Il n'y a pas juste la COVID. Total des cas confirmés, 366 394, ce qui représente un plus 752. Total de personnes rétablies, 348 694. Total des hospitalisations, 437, ce qui représente un moins 23 quand même. Et total des décès, malheureusement, 11 075. Ça, c'est au Québec. Si on retourne ici au Bas-Saint-Laurent, nous avons 18 nouveaux cas de la COVID qui s'ajoutent au bilan pour un total de 3 803 cas. Au Kamouraska, 625 cas qui sont rendus, donc c'est un plus 3. Rivière-du-Loup, plus 7. Ils sont rendus à 1301. Témiscouata, 379, ce qui est plus 6. Les Basques, 189. Rimouski-Neigette, 806, plus 1. La Métis, 176, plus 2. Matani, ça ne bouge pas, 251. La Matapédia, toujours 75. Donc, au Bas-Saint-Laurent, 3 803. Il y a 3 504 cas rétablis, 259 cas actifs, 40 décès malheureusement, sympathie aux familles évidemment, 15 hospitalisations, ce qui est un moins 2, qui est en lien avec la COVID à l'hôpital de Rimouski, dont 7 aux soins intensifs malheureusement. Test de dépistage réalisé la veille, bon, les données ne sont pas disponibles. Vaccination des 12-17 ans à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous faire vacciner, vous pouvez aller sur québec.ca et puis vous allez voir tous les détails. Vous pouvez avoir le numéro de téléphone aussi. Changement de sujet, nouvelle sportive. Canadiens de Montréal... qui, eux, ont gagné, finalement. Paul Byron a inscrit le but gagnant en infériorité numérique lors de la 3e période pour procurer la victoire aux Canadiens. Puis, ça m'a fait penser qu'on aimerait beaucoup avoir les nouvelles sportives dans la Matapédia. C'est sûr que présentement, c'est sur pause, mais... Nous avons beaucoup de difficultés à trouver toutes les données. Vraiment, on est abreuvé suffisamment pour le culturel, le politique, tout ça. C'est pour ça qu'on vous gave de ça. Mais on aimerait avoir des nouvelles sportives. Donc, si vous êtes des parents d'enfants, vous connaissez les résultats sportifs, bien, on aimerait les avoir. Ensuite de ça... pour ce qui est de ce qui va suivre, justement,
Voici les nouvelles du déconfinement au Bas-Saint-Laurent. Et ça allège aussi au niveau sportif là, pour les enfants, entre autres à partir du 28 mai. Et nous avons le point de presse du Dr Leduc que nous allons vous diffuser. Ensuite, vous allez voir Stéphane Poirier, qui est enseignant au CEMEC, qui nous raconte une sortie terrain de ses élèves à Sacré-Cœur, près de Rimouski. Puis ça a été tout en respectant les mesures sanitaires de A à Z, donc c'est quand même assez exceptionnel. Les jeunes ont pu enfin sortir de leurs quatre murs. Nous terminons l'émission avec un extrait d'un podcast ayant pour sujet le développement durable avec Mireille Chalifour de l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche. Mais d'abord, une entrevue exceptionnelle avec Nicolas Bélanger, apiculteur, qui se fait le porte-parole des abeilles pour leur survie. Merci, bonjour tout le monde. Comme vous avez pu en prendre connaissance, les mesures spéciales d'urgence qui avaient été décrétées dans le décret du 30 avril dernier pour notre région seront levées le 24 mai prochain. Les mesures d'urgence, ce sont des mesures exceptionnelles qui ont été rendues nécessaires parce qu'on avait une transmission particulièrement élevée dans notre région, dans le Bas-Saint-Laurent. À partir du 24 mai, on a prévu un retour au palier d'alerte rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie évidemment certaines modifications dans les mesures qui sont prises et les restrictions. La première, qui a été déjà annoncée, et on en est extrêmement satisfait et heureux, c'est le retour à l'école des étudiants du secondaire à partir du mardi 25 mai. Nous sommes tout aussi extrêmement heureux d'annoncer que les commerces peuvent reprendre toutes leurs activités à partir du 24 mai, et ce pour les 4 territoires qui restaient toujours sous le coup des mesures d'urgence. Bien sûr, il y a encore un couvre-feu le 24 mai, mais au lieu d'être à 20 h, il passe à 21 h 30. Ce passage au palier rouge pour les 4 MRC permet également, le 28 mai, d'être éligible aux mesures d'assouplissement progressif qui vont concerner l'ensemble des régions du Québec. Le 28 mai, donc, plusieurs assouplissements sont prévus, dont la levée totale du couvre-feu, l'ouverture des terrasses extérieures pour les restaurants avec certaines restrictions et également des rassemblements extérieurs, et j'insiste sur le extérieur, sur les terrains privés, et ce pour un maximum de 8 personnes provenant de différents domiciles, ou lorsqu'il y a 2 domiciles, par exemple, on aurait 2 familles avec 3 enfants, c'est toujours possible de se rendre jusqu'à un peu plus que 8, seulement dans ces circonstances. Donc, le 24 mai, tout le Bas-Saint-Laurent sera au palier d'alerte rouge, mais seulement le 24 mai. Le 31 mai, avant que vous me posiez la question, aucune décision n'a encore été prise concernant le retour de certaines régions au Québec au palier d'alerte orange. Donc, toutes les décisions sur quelles régions seront éligibles, est-ce que des fragmentations de régions le seront ou pas, seront prises prochainement et seront annoncées prochainement. Les assouplissements qui sont annoncés aujourd'hui sont rendus possibles par une amélioration, et ça c'est heureux, de notre situation épidémiologique. Depuis le 17 mars 2021, le Bas-Saint-Laurent est entré dans la 3e vague de la COVID-19 avec l'entrée de plein fouet du variant britannique qui compose à peu près 100% des infections que l'on voit aujourd'hui. Depuis cette entrée, 2200 personnes du Bas-Saint-Laurent en seulement 2 mois ont été touchées par la COVID-19. C'est beaucoup. On est passé tout récemment à une moyenne d'environ 50 cas par jour, à une moyenne d'une vingtaine de cas par jour tout récemment, ce qui témoigne d'une tendance à la baisse, ce qui témoigne d'une amélioration. Mais 20 cas par jour, ce n'est pas 0 cas par jour, c'est un risque qui n'est pas complètement disparu de la carte. Alors, il ne faudrait surtout pas que les gens comprennent que les mesures d'assouplissement qui sont décrétées, qui sont annoncées, qui sont bienvenues, signifient un risque 0.
Les assouplissements sont également possibles parce que la campagne de vaccination va bien. Elle va bien au Québec, elle va très bien dans le Bas-Saint-Laurent. On a maintenant 52 de notre population dans le Bas-Saint-Laurent qui a eu sa première dose, contre 50,5 au Québec. Et la tendance progresse de façon satisfaisante. Donc ça, c'est ce qui a permis les assouplissements. Maintenant, ce qui fait en sorte qu'on doit rester extrêmement vigilant, c'est qu'on est présentement touché par des hospitalisations chez des gens qui sont malades. Dans notre région, 17 personnes encore aujourd'hui sont hospitalisées, dont plusieurs aux soins intensifs. C'est un fardeau pour ces gens, pour ces familles. C'est un fardeau pour notre système de santé qu'on doit affronter tout le monde ensemble. Alors, les assouplissements ne doivent pas signifier qu'il y a une absence de risque. On accueille donc ces annonces-là avec grand soulagement. Je peux vous en témoigner. On est très heureux de pouvoir arriver à cette étape. Maintenant, il est extrêmement important de ne pas célébrer trop vite. Si vous me permettez, je vais citer un grand philosophe qui avait dit une fois « c'est pas fini tant que c'est pas fini ». Et on est vraiment dans cette situation-là dans le Bas-Saint-Laurent. Ça s'en vient, mais ce n'est pas arrivé encore. Un rappel aussi, parce qu'il y a eu plusieurs échanges là, qui nous ont été traduits sur une certaine incompréhension quant aux situations dans les entreprises. J'aimerais spécifier que depuis le début de la pandémie, la Direction de santé publique du Bas-Saint-Laurent n'a jamais eu à fermer d'entreprise ou de commerce. Jamais. Nous avons eu des entreprises où il y a eu des cas où on a dû retirer des travailleurs qui étaient malades ou d'autres qui étaient en isolement parce qu'ils étaient des contacts, et les employeurs ou les commerces ont dû fermer pendant une période dans certains cas parce qu'il y avait un manque de ressources humaines ou dans d'autres situations, des commerçants ont décidé de façon préventive de fermer leur commerce. Nous n'avons jamais eu à utiliser à ce jour la loi sur la santé publique pour fermer ou forcer un commerce à le faire. Maintenant, pour la situation dans l'abattoir ou les viandes du Breton, parce qu'on nous en parle beaucoup, première chose qu'on doit constater, c'est que la situation s'améliore et que nous travaillons de concert avec l'entreprise tous les jours depuis, évidemment, de nombreuses semaines. Le travail quotidien avec eux progresse et l'amélioration des résultats qu'on observe, aujourd'hui, ça fait 7 jours que l'entreprise a fermé ses activités et la période d'incubation du virus, c'est 7 à 14 jours. Donc, en général, quand on voit des améliorations, on les voit autour du 10e jour. Ce qui veut dire que dans le cas qui nous concerne, toutes les mesures qu'on a déployées au début de la semaine dernière, quand on a retiré de très, très nombreux travailleurs, ce qui a fait en sorte que l'entreprise a travaillé au quart ou au tiers de ses activités pendant quelques jours, ça a contribué à calmer beaucoup et l'étape supplémentaire de la fermeture est venue compléter cet effet-là et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Maintenant, la reprise possible des activités de façon progressive est prévue le 23 mai et ce, sur dépôt évidemment d'un plan d'action qu'ils nous ont préparé, avec qui on va échanger au cours des prochaines heures, des prochains jours. Par ailleurs, un accompagnement est également prévu de notre part, de même que la CNESST, au cours de la semaine prochaine. Donc, c'est sur le bon côté. Maintenant, on doit travailler très fort tout le monde ensemble. Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que le Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas si longtemps, je vous disais, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Là, aujourd'hui, je suis très heureux de dire qu'aujourd'hui, on s'en va dans la bonne direction. Mais s'il vous plaît, on célébrera quand ce sera le temps de célébrer. Et présentement, ce serait un peu prématuré de sortir le champagne. Maintenant, la vaccination est aussi, encore une fois, la clé qui va nous amener à sortir de cette crise-là. Aujourd'hui, on va annoncer une étape importante, c'est-à-dire la vaccination qu'on prévoit pour les étudiants de 12 à 17 ans. Ça aussi, ça va nous permettre d'atteindre des taux de couverture vaccinale qui vont faire en sorte qu'on sera globalement et collectivement protégés. J'aimerais terminer en remerciant sincèrement
toute la population qui suit nos mesures depuis le début, toute la population qui travaille de concert avec nous pour contrôler cette pandémie. J'aimerais remercier également tous les commerces qui travaillent d'arrache-pied pour offrir des milieux sécuritaires à leurs travailleurs, de même qu'aux clients qui les visitent. J'aimerais remercier également toutes les écoles, les centres de services qui nous ont permis de planifier toute une année scolaire qui a été, somme toute, assez bien réussie. Il y a eu quelques hauts et bas, mais au total, on va y arriver. Et enfin, j'aimerais remercier mes collègues du réseau de la santé parce que les dernières semaines n'ont pas été faciles. Et encore aujourd'hui, nos équipes de dépistage, de laboratoire, d'hospitalisation sont encore sous forte pression. Alors, j'aimerais saluer tous ces gens pour le dévouement dont ils font preuve depuis le début. Donc, en terminant, on est sur le bon côté. On va s'en sortir. Merci. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris. Alors que le taux d'extinction des pollinisateurs est 100 fois plus élevé que la normale, ceux-ci manquent de sources de nourriture et d'environnement sain et nous pouvons les aider par des gestes simples, comme de laisser pousser les pissenlits quelques jours de plus avant de tondre le gazon pour leur offrir les précieux pollens et nectars. Oui, le défi pissenlit est une grande initiative. Je félicite d'ailleurs M. Lee Desrochers et sa conjointe de Port-Neuf qui ont initié ce beau projet-là. Le pissenlit est une fleur extrêmement riche pour l'abeille. Elle est pleine de pollen et de nectar. Puis, dans ce moment ici, dans le début de saison, on a grandement besoin de cette fleur-là. C'est presque uniquement maintenant la seule mielée qui nous reste. L'agriculture ne donne presque plus pour l'abeille. Donc, c'est pour ça qu'on est rendu là, dans le sens d'être capable, avec tout petit Québécois, d'aller chercher et maximiser le plus de nectar possible pour nos petites abeilles. Je vous cacherai rien que l'abeille, mondialement, est en voie de disparition. Je vous cacherai rien en disant qu'au Québec, ça va pas très bien non plus pour l'abeille. C'est à la même échelle. On n'est pas sauvé de ça. Nos champs, cette année, sont remplis encore de néonicotinoïdes, un tueur d'abeilles, qui va être planté dans nos champs. Du maïs et du soya pour nourrir le bétail dans lequel il y a un tueur d'abeilles. Un produit, écoutez mes amis, là, un produit là, dans le maïs là, et le soya qui est 6000 fois plus dangereux que le DDT. On parle d'une plante qui poisonne de la racine à la cime. Donc, c'est un insecticide systémique dans lequel il ne vit aucun insecte. Chaque insecte est voué à mourir en lui touchant. C'est pas rien. C'est pas pour rien que notre ami Louis Robert est sorti du garde-robe. Je ne sais pas ce que ça va faire avec tous ces mouvements-là, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est la monnaie, l'argent, c'est payant à court terme. Je trouve ça triste, par exemple, en tant que Québécois, de voir des choses comme ça, de nourrir du porc avec des OGM, soya, maïs, dans laquelle notre plus grande richesse est l'eau potable, puis on est en train de contribuer à détruire cette eau-là par la nappe phréatique en insérant des produits comme ça, dans lequel M. Robert dit que ça ne augmente pas, ça ne diminue aucun revenu de ne pas en mettre, et notre Québec, cette année, est garni encore d'OGM et de néonicotinoïdes. Donc, c'est sûr que comme éleveur d'abeilles, c'est pas évident de voir un Québec agricole de ce sens-là, mais il y a presque plus d'apiculteurs au Québec à cause un peu de bien des choses comme ça. Puis à l'échelle mondiale, l'abeille ne finit plus de diminuer. Vous affirmez que les agriculteurs québécois utilisent trop de pesticides et qu'ils pourraient pratiquement se passer d'insecticides. Et l'abus de ces produits a un impact réel sur l'environnement et la santé. C'est quoi les impacts? Bien, par exemple, le déclin des populations
d'abeilles et d'insectes pollinisateurs, entre autres. Ouais. On retrouve ces produits-là, ces molécules-là qui sont extrêmement solubles dans l'eau. On les retrouve rapidement dans le milieu environnant, dans à peu près toutes les rivières du Québec aussi. Donc, des impacts sur la santé, des impacts sur la biodiversité, évidemment, sur l'environnement. Et d'autant plus grave que quand on sait qu'ils sont appliqués sans raison, parce qu'ils ne procurent pas davantage de rendement. Ouais. Donc, je pense que l'initiative de chaque Québécois, ces décisions politiques-là, là, à un moment donné, là, c'est peut-être chaque Québécois qui va les changer. En faisant des initiatives comme ça, en ayant un éveil, une prise de conscience, pour commencer par nos pelouses. Là. Ça ne coûtera rien cette année, là. On va s'enligner là-dessus, là. M. Lee Desrochers, il a eu une très belle initiative, puis ça ne coûte rien à personne de le faire, là. On va laisser pousser du jaune sur nos pelouses, une fleur riche, une fleur qui était dans le passé haïe de tous, mais c'est une fleur médicinale qui a de grands... qui est au niveau du diurétique, au niveau du nettoyage de foie, rein. C'est une fleur qui est beaucoup dans la médecine douce et qui est beaucoup utilisée. C'est une très belle fleur. Ça dure 3 semaines, mes amis. 3 semaines, puis après, c'est terminé. Le pissenlit ne revient plus. C'est quoi de le détruire? Mais je pense que l'initiative qu'on commence présentement au Québec est un pas vers la bonne direction. Parce que il faut se dire que l'être humain est voué au même sort que l'abeille. Si l'abeille meurt, présentement, il ne faut pas oublier qu'elle butine dans le garde-manger des Québécois. On a encore une fois, là, à vous dire, là, ici, là, qu'on a un gros point d'interrogation à mettre là-dessus. L'abeille butine dans le garde-manger des Québécois et elle meurt. C'est ça qu'il faut penser, là, présentement. Je pense que l'heure est grave. Je pense qu'avec la réalité, le COVID qu'on vit présentement, j'espère que nos politiciens vont prendre de la conscience. Ils vont arrêter de penser à la monnaie parce que c'est du court terme. On ne peut pas tuer tous les insectes à long terme. On est sur du court terme. Oui, c'est payant, mais à court terme. On est en train de détruire l'eau potable au Québec. Dans tout ça aussi, il faut se dire dans un éveil de conscience qu'à chaque pas qu'on fait pour l'abeille, on fait un grand pas pour l'humanité. À chaque fois qu'on fait un pas pour l'abeille, on fait un pas à la fondation de l'agriculture, à la fondation de la biodiversité et à la fondation de notre écosystème au Québec. Présentement, l'abeille va mal, mais si on s'attaque à la base, si l'abeille va mal, on peut penser que le restant ne va pas si bien que ça non plus. Dans une autre initiative que j'aimerais beaucoup parler et demander à la MRC de prendre un éveil de conscience encore, au niveau des pissenlits, on va être capable de faire des pas. On va être capable de prendre un éveil, puis de réaliser qu'est-ce qui se passe un peu. Puis je vais vous conter un peu ce qui s'est passé l'an passé. Le fait que la biodiversité, depuis 25 ans, partout au Québec, a disparu. En temps de COVID, l'an passé, on a fauché très tard le bord des chemins. Le mélilo a resté durant tout l'été et à partir autour du 15 août, on a commencé à faucher le bord des chemins. C'est ce qui nous reste, le bord des chemins, les apiculteurs au Québec. Il nous reste les fossés, les pelouses, puis quelques petits milieux agricoles encore avec le bœuf nourri à l'herbe et la vache qui est nourrie à l'herbe. Donc, c'est surtout des producteurs bio, puis il y en a très peu. Puis l'an passé, j'ai remarqué une belle rentrée de miel au mois de juillet, une rentrée de mélilo, un miel extraordinaire à cause que les fossés ont été fauchés à partir du 15 août. Fait que je demande encore la possibilité d'un éveil de conscience qui ne coûte rien. Fauchons les fossés après que les fleurs ont fini de fleurir. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va avancer encore une fois, au lieu de prendre du recul. Parce qu'au Québec, en apiculture, face à l'abeille, on a de grands pas à faire, de très grands pas. Cette année, j'ai moins de pertes, mais je me suis tassé des OGM. Et puis, l'an passé, il y a eu du rendement dans les OGM. J'en ai entendu parler. Puis cette année, le nombre d'OGM va être plus grand.
la superficie de culture va être plus grande. C'est les coûts de production. C'est payant. C'est payant, mais à court terme. À court terme. Cette année, il y a une belle initiative qui s'est prise dans la vallée. Et je félicite le maire d'Albertville qui m'a contacté pour me dire que dans son village, il voulait prendre une initiative éco-environnementale. Puis, il veut que j'apporte des abeilles dans son village pour cette année, au niveau du centenaire, à être capable de produire le miel d'Albertville. Donc, cette année, on va déplacer des ruches à Albertville pour faire le fameux miel d'Albertville. C'est une première de notre côté, puis on va sonder le territoire d'Albertville. Puis s'ils sont prêts à planter des fleurs, puis d'amener Albertville sur une zone agricole dans laquelle l'abeille a une biodiversité, on va y travailler. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Moi, je m'appelle Stéphane Poirier, puis j'enseigne la géographie au Centre matapédien d'études collégiales depuis une dizaine d'années à peu près. Mais dans le cadre du cours Études régionales du Québec, qui est un cours de 2e année dans le programme des sciences humaines au CEMEC, habituellement, on fait tout le temps une sortie sur le terrain. Donc là, cette année, en fait, on a décidé d'aller au marais salé de Sacré-Cœur. En fait, pour ceux et ceux qui ne savent pas c'est où, là, c'est à Rimouski. Donc, c'est l'estran, en fait, entre la côte et l'île Canuel. Donc, c'est dans le secteur, justement, l'île Canuel, l'île Saint-Barnabé, si on veut, là. Voilà, on a fait cette sortie-là dans le cadre du cours. Puis, c'était vraiment intéressant, là. On a pu aller explorer, justement, le milieu marin. Donc, quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement explorer ici. C'est ça, exactement. Donc, l'objectif, c'est de faire sortir les étudiants d'une part, OK, pour leur faire vivre une activité sur le terrain, d'aller voir justement des phénomènes qu'on aborde dans le cadre du cours, puis directement sur le terrain. Puis, deuxième volet, c'est ça, c'est de leur amener aussi des nouveautés, là. Donc des choses que normalement ils ne vont pas voir là, ici directement là, dans la vallée de la Matapédia. Donc le milieu marin, c'est un milieu qui est proche de nous, qui est ultra riche. Il y a un volet aussi un peu, contemplatif, c'est-à-dire que on observe des choses nouvelles qu'ils n'ont jamais vues. À un moment donné, il fallait trouver justement des gamarres. Gamarres, c'est une espèce de petite crevette. Puis en tout cas, normalement, il y en a plein. Justement dans le marais. Puis là, on n'en trouvait pas, en tout cas. Puis un étudiant, à la fin du séjour, à la fin de la rando, qui a réussi à en trouver un gamin. En tout cas, on était vraiment contents. Fait que, dans le genre contemplatif, là, c'est ça. C'était dans le cadre d'un travail final. En fait, je leur avais proposé, en fait, d'aborder des enjeux géographiques qu'eux-mêmes choisissaient. En fait, je leur suggérais certains enjeux géographiques liés au milieu côtier, dans le milieu marin. Donc, ça peut être soit les changements climatiques, l'érosion littorale, ça peut être aussi, par exemple, le transport de matières dangereuses sur le Saint-Laurent, donc d'aborder, par exemple, les déversements pétroliers, c'était une chose. Je leur abordais le fait de parler des micro-entreprises côtières, notamment tout ce qui, on parle de microdistilleries, puis ça, donc de comment utiliser, dans le fond, tout ce qui est végétaux marins, si on veut, là, ou qui poussent proche de la côte, parce qu'il faut comprendre que l'île Canuel, puis le marais salé dans ce coin-là, bien, il y a comme un micro-écosystème là, boréal. Donc, on retrouve des plantes style genévrier. Fait que, tu sais, on peut utiliser, par exemple, le genévrier pour faire du gin, ou le cultiver. Donc, c'est montrer un exemple concret par rapport à ce qu'on pouvait utiliser utiliser les plantes, hein, c'est-à-dire dans un produit comme, par exemple, une microdistillerie ou peu importe. Puis d'autres problématiques, des enjeux comme par exemple que ce soit les aires protégées. Donc on aborde ces aspects-là. Donc l'île Canuel, dans le fond, offre une géographie, une géologie un peu similaire là, au parc du Bic, mais tu sais, c'est pas inscrit dans un parc national, par exemple. T'sais. Fait que on utilisait dans le fond le terrain pour
justement traiter des enjeux géographiques concrets du milieu côtier. Grosso modo, c'est ça. Là. OK. Puis, dis-moi ce que tes étudiants ont ressorti de tout ça. Qu'est-ce qui t'a fasciné des fois? Des réponses, des commentaires? Je te dirais, c'est... tu sais, dans ce cas-là, les étudiants n'avaient jamais mis le pied là, dans le marais salé de Sacré-Cœur. Donc, c'était vraiment leur étonnement. Puis ils ont vraiment trippé, d'autant plus que là, on a pu organiser cette journée-là en respectant les mesures sanitaires, mais on a eu l'autorisation. Dans le contexte sanitaire dans lequel on est, c'était comme vraiment un wow, un cadeau là, incroyable en fin de session, là, qu'on puisse faire quelque chose sur le terrain, donc une sortie. Fait que, grosso modo, je pense que c'était vraiment festif. Parce que d'une part, c'est un milieu qu'ils ne connaissaient pas pantoute, puis qu'ils ont apprécié. Puis d'autre part, le fait de la crise sanitaire, là, qu'on est tous cloîtrés chez nous à peu près. Là. Donc, puis après ça, c'est ça, c'est de constater justement les algues, toutes les petites choses. Parce qu'on a regardé quand même le milieu biologique, si on veut. Là. Donc, le marais, l'estran, puis aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de ça, par exemple, une île d'estran, c'est quoi? Tout le contexte, par exemple, la ligne de rivage, puis tout ça. On a parlé beaucoup de ça à un moment donné dans un chapitre où on parlait de la question des frontières du Québec. Bon. Puis ça leur permis justement de voir concrètement c'était quoi une ligne de rivage, la marée haute, la marée basse, l'estran, bon, ça. Donc, l'ensemble des notions sur le littoral. Mais, puis on a eu une journée là, vraiment ensoleillée. Fait que, le cocktail était réuni là, pour que ça soit vraiment super pour eux, en termes pédagogiques, puis en termes aussi expérientiels. Là, c'est ça, vous n'avez pas le choix d'aller là-bas pour pouvoir étudier un peu les marées, comme tu dis, parce qu'ici, on n'en a pas. Oui, bien c'est ça, c'est le milieu littoral, donc on aurait pu décider d'aller dans le coin de Carleton, mais évidemment, c'était pas permis. Donc, tu sais, Rimouski, c'est un milieu que je connais quand même assez bien, l'île Canuel, tout ça, fait que, tu sais, souvent, je vais au BIC aussi avec les premières années, notamment. Puis je me sers souvent de ce milieu-là pour, c'est ça, leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Là. Habituellement, c'est vraiment quelque chose qui est méconnu pour eux. Là. Donc, voilà. Puis, tu sais, il y a une petite randonnée là, à faire avec ça. Puis, tu sais, on marche un peu dans l'argile, dans le bout. On essaie de faire attention de ne pas écraser les plantes et tout, là, du marais. Là, donc, voilà. Puis, tu sais, il y a les oiseaux. Tu sais, c'est énormément riche. Là. Le milieu côtier, c'est dynamique, ça bouge tout le temps. Il y a beaucoup de biodiversité. Fait que c'est ça. Je l'avais déjà fait avec des étudiants, puis il y avait 2 volets à cette époque-là. Il y avait un volet physique, géographique, physique, puis il y avait un volet aussi humain. Là, on allait dans les micro-entreprises, après à Rimouski, visiter justement, c'est ça, des micro-entreprises pour montrer un peu l'aspect géographique humain, parce qu'on aborde le tourisme, on aborde justement le développement économique aussi. Donc, tu sais, il y avait comme ces 2 volets-là, mais là, on a focusé sur un volet plus milieu physique. Donc, tu sais, il y avait le marais salé, mais aussi on allait, on allait justement faire une petite randonnée après ça en milieu terrestre. Donc, on allait ensuite au Mérus, puis après ça, toute la partie rocher blanc qu'on appelle. Là. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on a fait à peu près 2 heures de randonnée sur le terrain. Là. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais faire dans un avenir rapproché? Bien, sortir de la pandémie, là, ça serait vraiment intéressant. Mais plus en lien avec la sortie sur le terrain, c'est sûr que je vais répéter l'expérience. Puis, tu sais, il y a le milieu marin, mais j'aimerais ça en faire plus. Fait que, tu sais, le milieu marin, la conserver, c'est vraiment un succès. Puis aussi, le milieu terrestre, mais plus appalachien à l'intérieur des terres, donc dans la vallée, tu sais, parce qu'il y a plein de possibilités aussi dans la vallée, avec le lac Matapédia, puis tout l'aspect montagne et tout là, qu'on peut aborder là, au niveau de la physiographie, par exemple, du territoire. Fait que, tu sais, je vais essayer de conserver ces 2 milieux-là, le milieu marin, le milieu terrestre, dans la vallée. Puis éventuellement, on verra. Peut-être j'irai plus au sud, dans le coin de Carleton, dans la baie des Chaleurs aussi, là, pour diversifier. Là. Et ça prouve que le CEMEC, c'est vraiment un lieu d'enseignement exceptionnel. En tout cas, on essaie de faire ce qu'on peut là, avec ce qu'on a. Puis, c'est ça. En tout cas, les profs, on a tous un peu notre façon de faire.
C'est-à-dire qu'on essaie de miser sur beaucoup l'expérientiel là, tantôt. Donc, tu sais, je disais là, quelque chose de, qui est concret, qui est pratique, des sorties sur le terrain. Ça peut être aussi des projets. On va souvent à Québec, à Montréal. En temps normal, on fait un séjour aussi à l'international. Donc, tu sais, on essaie quand même de proposer aux étudiants là, le plus possible de diversité là, pour qu'ils puissent apprendre le mieux possible, en fait. Là. Parce que quand on touche, on voit les choses concrètement, bien, ça nous marque beaucoup plus. Donc, tu sais, de favoriser la classe à la limite extérieure. Tu sais, on est dans un contexte aussi avec la pandémie là, où on peut favoriser l'enseignement à l'extérieur de plus en plus. Fait que, je pense que c'est un peu dans notre créneau là, de miser sur le terrain, miser sur les atouts qu'on a là, à proximité. Là. C'est jusqu'à quand qu'on peut s'inscrire au CENEC? Bien, en fait, on peut s'inscrire, je vous dirais, là, il y a 3 tours, là, si on veut. Là, on est rendu aux 3 tours. Ouais, c'est ça. Fait que, à la limite, là, même à la dernière minute, là, on peut s'inscrire, là, même fin août, début septembre. Là, bon, je dirais que c'est peut-être ça la date limite, si on veut. Là. Mais jamais trop tard. Là. C'est ça, on est dans le 3e tour, mais c'est ça, fin août, là, septembre, là, on va refuser personne. Là. Donc, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Céline Raymond. Je t'aime beaucoup, puis je suis sûre que je suis une meilleure personne parce que j'ai croisé ta route. Alors, je suis très contente d'avoir croisé ta route. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Céline est partout. Céline, tu sais, quand t'as dit tantôt, on peut pas être partout, moi, ça me surprend que Céline dit, on peut pas être partout. Protection de l'eau, développement durable, des sujets qui nous tiennent à cœur chez Desjardins. On vous en parle aujourd'hui. Bienvenue au podcast. Mon nom est Isabelle Paquin, je suis directrice des communications et vie coopérative à la Caisse et je suis en compagnie de Charles-Antoine. Salut Isabelle! Salut, contente d'être avec toi. Ben, moi aussi. Parce qu'on a vraiment un sujet très intéressant encore aujourd'hui. Notre invitée, Mireille Chalifour, directrice de l'organisme de Bassin Versant. Bonjour Mireille. Salut tout le monde! Je me plais à dire que Mireille, c'est notre experte des plans d'eau. Je ne veux pas lui mettre de pression, mais je pense qu'elle va vraiment nous donner un bon coup de main aujourd'hui. Elle va répondre à beaucoup de nos questions. Mireille, d'entrée de jeu, on l'a vu dans les années passées avec nos cours d'eau, on peut vraiment faire une différence pour la protection de l'eau à l'approche de l'été. Je pense que c'est un bon moment de se questionner sur nos comportements. D'entrée de jeu, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer, nous aussi, à la protection de nos cours d'eau? Je dirais, l'entrée de jeu, c'est de réaliser que les cours d'eau commencent directement dans notre cour. Même si on reste 10 rues en haut là, loin du cours d'eau, puis ou on reste dans les rangs en arrière, le cours d'eau, il commence directement dans notre cour. On fait partie du plan d'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que aussitôt que l'eau tombe, elle va tomber sur notre toit, elle va tomber dans une gouttière, dans notre driveway, elle va passer par notre fossé, ou ça va aller directement pour faire les rues dans les secteurs urbains. Ça va être aller par le trou d'homme qui est en face de chez nous, qui va aller soit à la rue, à la rivière, ensuite de ça. On dit toujours quand même après la pluie, ça sent bon, c'est beau, c'est propre, puis tu sais, l'eau a tout nettoyé. Bien, les trous d'hommes, c'est pas des porte-poussières. Tu sais, ça vraiment, ça a ramassé toute cette eau-là. Et des fois, c'est traité, mais souvent, ça va aller à la rivière ou ça va aller où que toute l'eau de la ville va aller. Donc, on se retrouve avec une surverse parce qu'il y a trop d'eau qui arrive. Donc, il faut en dégager une partie à la rivière. Ouais.
les couleurs de panache, souvent qu'on voit dans la rivière, là, ce que j'appelle, je vous invite à sortir dehors après la pluie. Quand on sort dehors après la pluie, là, un bon coup de pluie, sortez, vous allez voir proche de la ville ou proche où sont les sorties, où on voit des beaux panaches. Comme je disais, c'est pas juste ça se fait pas rien que dans le temps de la chasse, ces panaches. Les beaux panaches, on en a en ville. C'est des panaches café crème. On voit vraiment là, full crème qui arrive dans la rivière, mais c'est pas la crème, on s'entend-tu? C'est de la boîte, c'est du sédiment et c'est autres. C'est tout notre lavage d'après-pluie qui est arrivé des rues d'en haut et autres, qui est arrivé à la rivière. Et ça vient enlever de l'oxygène à nos poissons. Puis même les poissons peuvent, quand il y en a trop, les poissons peuvent venir même jusqu'à manquer d'oxygène et se noyer. Ah oui? 4 de sédiments, de recouverture de sédiments là, sur nos frayères à la saumon, ça peut tuer jusqu'à 50 du succès de reproduction de nos petits œufs de poisson. Fait que c'est vraiment, ça vient caper, ça fait faire du ciment, ça vient caper, puis il n'y a plus d'oxygène. Donc, prendre soin de nos cours d'eau. La beauté dans la Matapédia, c'est que la rivière, elle fait partie de nos vies. On la traverse quasi, la rivière, nos lacs, on les voit chaque jour. Et les petits cours d'eau qui sont dans les intermittents du printemps et autres, ce qu'on demande aux gens, c'est c'est pas aussi l'arrière-plan où aller jeter nos tas de feuilles, ou aller jeter nos tas de branches, ou aller jeter, faites du compost, remettez ça ensemble. Mais ne jetez pas ça dans vos fossés non plus, parce que du fossé, ça va aussi à la rivière. Tout est connecté, en fait, c'est notre système sanguin de l'eau de nos communautés. Ça fait même pas 5 minutes que c'est commencé, j'ai appris plein de choses, je suis content. Oui, puis tu sais, j'ai envie de dire, moi en tout cas, dans mon temps, mon Dieu, on dirait que je suis... À ton jeune temps? Je suis pas loin de la retraite, non. Mais sérieusement, moi, la protection de l'eau, c'était fermer mon robinet, pas faire couler l'eau trop longtemps, pas arroser ma cour avec... Tu sais, pour moi, c'est ça, la protection de l'eau, mais ça va, si je comprends bien plus loin que ça, là. C'est chaque petit geste de ce qu'on met sur notre terrain, de ce qu'on jette dans la rue, de ce qu'on fait chez nous, ce qu'on rejette aussi dans le système tout a un impact. D'égout, là, tu sais, je sais pas, est-ce que les savons qu'on utilise, ces choses-là, c'est vraiment chaque petit geste qu'il faut questionner? Bien, on a coupé maintenant le phosphore. Quand on était dans le savon, à un moment donné, il y avait beaucoup de phosphore là, dans nos lave-vaisselle. Puis on pouvait voir la différence au Nouveau-Brunswick, il y avait encore le phosphore. Puis nous, puis on voyait dans les gens de Matapédia, par exemple, vont faire leur épicerie souvent au Nouveau-Brunswick, à Campbellton. Puis on voyait une différence dans la qualité de l'eau. Il y avait un taux de phosphore qui était plus élevé jusqu'à temps que tout ça ait été régularisé au niveau du Canadien. On a baissé notre taux de phosphore dans les savons, mais oui, ça a un impact. Tout à fait. Ah, mon Dieu, c'est que c'est vraiment, faut vraiment se questionner. Et souvent, malheureusement, ça prend des gros événements, on dirait, pour que les gens se réveillent puis disent, OK, là, je vais vraiment faire attention. Si on ne prend pas conscience à court terme de ces petites choses-là que tu nous dis là, qu'il faut vraiment penser cet été, quel impact ça peut avoir sur nos cours d'eau éventuellement? On a notre richesse dans la Matapédia, on aime nos cours d'eau, on aime nos lacs, on veut aller se baigner. On a la chance de se baigner encore dans des cours d'eau complètement en santé. Il y a des endroits qu'on ne peut plus se baigner parce que l'eau est trop polluée. On a du saumon, on a des truites. Savez-vous que les truites puis le saumon, c'est des espèces qu'on a dit bio-indicatrices. Donc, elles sont indicateurs de bonne santé. Donc, on a des cours d'eau en bonne santé comparés au reste du Québec. On vit à côté de nos frayères à saumon. C'est merveilleux, là. On a un legs pour nos héritages, pour nos générations à venir. Qu'est-ce qui arrive avec les changements climatiques? C'est qu'on commence à avoir des pluies beaucoup plus fortes, puis ou pas de pluie partout. Fait que là, on se retrouve avec un étiage vraiment sévère. Puis c'est là que ça devient vraiment important quand je disais de... Tu sais, quand on veut envoyer tout au trou d'homme, on veut que ça évacue, puis même au niveau de la voirie, on veut évacuer rapidement l'eau. On invite les gens à capter puis à infiltrer l'eau dans nos sols pour remettre ça dans la nappe phréatique, parce que c'est cette nappe phréatique-là qui va rafraîchir notre réfrigérateur. Là, c'est le thermostat du réfrigérateur sous la terre qui va venir rafraîchir nos milieux humides, nos rivières également, pour donner de l'eau fraîche. Parce que le saumon, à 25 degrés, 25 de plus de degrés, bien, il commence à avoir un stress chronique qui peut vraiment l'affecter. OK. Puis pour capter ces eaux-là, j'imagine, baril récupérateur d'eau, mais
dans l'aménagement de nos terrains? Est-ce que, tu sais, je sais pas... Oui, bon, il y a les barils. On peut Oui. mettre les barils, mais comme que je dis, les barils, un coup qu'on a une bonne pluie, ben c'est parti. ouais. Puis ce baril-là, ben le baril il est plein. Alors, il ne peut plus en prendre, puis il faut faire attention à nos fondations, parce que là, le baril est plein, le surplus va aller proche de nos fondations. Les barils de puits, c'est un complément à une tranchée filtrante, un jardin de puits, il y a divers éléments. Amener l'eau dans notre jardin, dans nos parterres, nos haies. Souvent, on voit les gens font des butons pour faire des aménagements, des belles fleurs, puis il y a tellement de bel effort ornemental qui peut se faire. Faites des petits trous, des dépressions, puis emmenez votre eau à l'intérieur de ça, puis besoin de les arroser, ça se fait tout seul. Donc, ça vient permettre là, à cet arrosage-là, d'où vient l'économie d'eau. Ce qu'on apprenait beaucoup, c'est l'économie d'eau. Ferme ton robinet et autres. Ouais. Oui, c'est important parce que dans certaines municipalités, on sait, on commence à manquer d'eau. L'étiage se fait très difficile. Donc, c'est important aussi à y penser. Fait que faire des petits trous sur notre terrain, dans nos aménagements. Mettre des fleurs dedans. Des fleurs, puis des jardins de pluie, dans le fond, c'est de mettre plus de verdure, plus d'arbres. C'est-tu ça, faire un jardin de pluie? Le jardin de pluie est comme plus creux un peu. Ça OK. a une dépression. On amène l'eau dedans à 4 mètres de la maison. Je dis toujours ça parce je veux pas venir dire « Créma me dit ça, puis là, j'ai des troubles dans ma fondation, puis ça vient craquer. Ouais. 4 mètres de la maison, puis pas en haut de votre maison. Là. On met ça en bas de la maison. On veut pas que ça revienne vers la maison. OK. 4 mètres. On vient intercepter l'eau. Il y a des jardins de pluie pour des paresseux qu'on met juste de la menthe. OK. Fait que la menthe, on fait juste planter de la menthe, ça pose des monardes, des belles monardes rouges là, qui viennent. On va faire des jardins de pluie à papillons, à butineurs, des jardins de pluie. Et après, à ciboulette. La ciboulette pousse très bien dans l'eau aussi, ça peut faire des super. Fait que OK. c'est vraiment Super. Eh ben, l'imaginativité. ouais, ben, L'imaginativité, c'est un beau mot, c'est la créativité seulement. mais j'imagine de toute façon, tu sais, si on veut faire un jardin de pluie, là, on tape ça sur Google, puis on doit trouver effectivement plein de belles idées créatives Venez voir pour sur le notre faire. site Internet, OK. on a toute l'information, on a le guide. Dans la Matapédia, on a un guide qui est basé, le premier guide francophone québécois avec des images matapédiennes de comment faire un jardin de pluie. Wow! Allez en profiter. Ben donc, jardin de pluie, baril récupérateur d'eau de pluie, puis pas trop, j'imagine, déboiser les bandes riveraines puis tout ça, parce que tantôt, on disait, les gens, on va penser protection cours d'eau, que c'est beaucoup les gens qui restent aux abords d'un cours d'eau, mais finalement, j'en comprends que ça concerne vraiment tout le monde, là. Exact. OK, Ouais, oui. OK. Fait que il faut pas se dire que moi, je n'impacte pas la rivière parce que je reste à 10 rues de là. Ouais. On impacte la rivière aussi. OK. Puis, pour ce qui est les abords, mais il y a en ce moment, c'est le mois de l'arbre qui commence. Fait qu'il y a l'Association forestière du Bas-Saint-Laurent, dans les municipalités, il y a des arbustes, là, il y a des arbres. Je vous invite à en planter. Ouais. Plantez-en sur le bord de cours d'eau parce que l'élément avec les tillages, mais l'eau vient plus basse. Étant donné qu'elle vient plus basse, bien là, le soleil a beaucoup moins épais à réchauffer, puis on ne veut pas atteindre notre 20-25 degrés là, de température. Là, au Nouveau-Brunswick, il y a des rivières qui ont fermé pour la pêche parce que l'eau était trop chaude. Puis nous, on a passé des bouts, la rivière Matapédia, où on a approché le 25 degrés là, pendant quelques journées là, au mois de juillet puis au mois d'août. Oui, donc il faut vraiment faire attention. Travailler, Charles, sur les changements climatiques parce qu'on voit que ça a un effet aussi sur les précipitations. Fait que, tu sais, c'est vraiment toute une chaîne, puis on peut vraiment avoir un impact comme citoyen. Sur notre propre terrain, c'est ça? Exactement. J'adore ça. Mireille, le temps file, puis je veux absolument qu'on parle de la fameuse berce. Ben oui. Moi, on en entend parler depuis plusieurs années, puis je t'avouerais que je suis un peu mêlée là-dedans. Berce fondile, berce de cocasse, il faut l'enlever, on a une technique pour l'enlever. D'abord, ben pourquoi il faut l'enlever, cette berce-là? En fait, cette berce-là, c'est qu'elle brûle la peau. Donc, comme la berce du cocasse, c'est une cousine, elle vient brûler la peau. Par conséquent, quand on reçoit la sève de la berce avec une exposition au soleil dans les 48 heures ensuite de ça, on peut avoir des brûlures là,
à deuxième puis premier degré là, qui vient vraiment faire des comptes cloche d'eau puis faire des marques là, qui vous marquent. Donc, c'est pas une idée d'aller faire le fouet en bedaine dans la berce. Faites pas ça. C'est vraiment, il y a des messieurs qui ont vraiment goûté cher. Mettez-vous des pantalons. Oui, on peut l'arracher. Habillez-vous. Protégez vos mains. Protégez vos surfaces. Attention vos gants quand on se gratte la figure et tout ça pour pas aussi Mais là, c'est le temps d'aller l'arracher. Okay. La berce, en ce moment, c'est votre première plante qui est sortie partout. Là. Elle est déjà rendue grosse à certains endroits. Okay. C'est la première qui est sortie. Elle pousse à travers tout. C'est une plante extrêmement forte. Dans la Matapédia, on est une des seules régions là, au Québec connue qui a une invasion comme ça de berce là, qui est aussi prominente que le pissenlit quasi. C'est vraiment notre cas de situation. Donc, il faut la combattre. Il y a des moyens, c'est de l'arracher. Si la superficie est trop grande, vous pouvez la couvrir de papier journal. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'oxygène. Couvrez ça, puis ressemez ou laissez ça mourir pendant un été. C'est sûr que c'est moins joli, mais au moins, vous n'avez pas à utiliser de produits chimiques là, comme le Roundup, parce que c'est comme la dernière alternative. Dans certains endroits, elle prend tellement d'ampleur qu'on est obligé, malheureusement, c'est de pesticides, puis on n'aime pas ça. Puis pourquoi il faut l'enlever? Parce que si on la laisse, plus elle se répand, c'est ce que je comprends? Plus on la laisse, plus elle se répand. Okay. On se retrouve, en ce moment, on se retrouve qu'elle est même dans la pelouse. Donc, comme je disais, la sève, avec les jeunes qui jouent dans la pelouse, bien, il faut faire attention avec ça aussi. Il ne faut pas avoir ce danger-là. Et un coup qu'elle est là, mais il n'y a plus rien qui pousse avec aussi, là. C'est fini. Là, on perd une biodiversité, nos milieux humides, ça se perd. J'ai vu des bandes riveraines également. Elles meurent complètement à l'automne. Fait que là, la bande riveraine, elle vient complètement dénudée. Donc, ça a un impact aussi là, sur l'érosion de nos rives. OK. Puis, est-ce qu'on va en venir à bout? Parce que là, j'écoute ça fait quasiment peur. Mais est-ce qu'en lui enlevant son oxygène, en l'enlevant, il va en avoir de moins en moins ou... On a des changements qui se font. Il y a qui travaille fort, la Côte-Saumon travaille fort, il y a des Québec également, là, il y a des municipalités qui travaillent fort à la lutte à ça. Mais ça, c'est vraiment, comme tout, c'est vraiment un effort collectif, il faut que ça soit fait. Dans les cours commerciales, quand vous les voyez à travers vos craques de ciment de vos balcons, il faut l'enlever. Laissez-la pas venir en fleurs. À l'arrière de nos cours, si un voisin décide de le laisser grandir, bien, c'est l'autre voisin qui est incommode. Fait que c'est sûr que ça peut devenir vraiment une problématique. Là. Juste l'effort collectif va faire la différence. Super. Eh bien, merci Mireille. En tout cas, ça a été très, très enrichissant. Beaucoup. On repart avec des belles connaissances, notre petit bagage de citoyen pour faire notre part. Je pense que c'est super important. Puis ce que j'aime dans ton discours, c'est tout l'aspect de collectivité. C'est pas quelque chose qu'une personne va pouvoir enrayer, contribuer. C'est vraiment tout le monde. Puis ça rejoint les valeurs de Desjardins. Fait que merci. Puis j'imagine que si on veut en savoir encore plus, votre site Internet, peut-être nous donner l'adresse. Oui, c'est www.matapediarestigouche.org. OK, donc, super. C'est notre adresse. Donc, je vous invite à prendre connaissance. Contactez-nous aussi si vous avez des questions, mais tout est là. Vous avez amplement pour la berce, comment l'identifier également. Vous avez toute l'information nécessaire pour vous dans ce site Internet. Un gros merci. Donc, on se retrousse les manches, là, puis on travaille de demain pour protéger nos beaux cours d'eau. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Merci, au revoir. Bien, les organismes, souvent, on a plusieurs projets. Fait que quand on a des bénévoles, bien, ça nous permet de rêver puis d'aller plus loin, plus haut, plus vite. Des bénévoles, ce que j'aime, c'est leur authenticité. Les gens viennent avec ce qu'ils sont, ils apportent ce qu'ils ont. Les bénévoles améliorent fortement le tissu social, le sentiment d'appartenance dans une communauté. Merci de faire une différence parce que sans vous, le monde dans lequel on vit serait tout simplement différent. Nous vous remercions pour votre disponibilité, votre écoute et votre grand cœur. On n'existerait pas sans eux. C'est le fun de les voir rire, c'est le fun de les voir de s'impliquer. Chaque geste posé vient en aide au suivant. Le bénévolat, c'est non seulement nécessaire, ça fait du bien à tout le monde. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC.
Informatique par Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Et c'est ce qui termine cette émission. Cette fin de semaine, eh bien, vous avez le choix entre fêter la reine ou les patriotes, mais d'une façon ou d'une autre, eh bien, pas trop de rassemblements intérieurs. À l'extérieur, on peut plus se permettre un peu et vous pouvez quand même jouer au bingo ce dimanche à 12h30 avant d'aller profiter du soleil à l'extérieur. On se dit à mardi prochain. Bonne fin de semaine.